Bonjour et bienvenue pour ce premier masterclass de l'investissement au féminin. Dans ce masterclass, nous allons parler d'investissement et plus particulièrement d'investissement dans les jeunes entreprises innovantes, ces fameuses startups. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner envie de vous intéresser à cette activité de Business Angel. Bien sûr, les Business Angels sont un maillon essentiel de la chaîne de financement des startups et pourtant, nous ne sommes pas assez nombreux et surtout, je dirais surtout, nous ne sommes pas assez nombreuses. Alors pourquoi ? En fait, il faut sortir de l'idée que pour investir, il faut être riche et experte financièrement. C'est pas vrai. Investir dans une société, c'est avant tout beaucoup de bon sens, du questionnement, de la curiosité, une certaine capacité aussi à se projeter dans l'avenir, et puis beaucoup d'humilité parce que, bien sûr, on peut se tromper. En termes de patrimoine financier, il y a maintenant plusieurs façons d'aborder ce type d'investissement, ce qui le rend largement accessible. Quel que soit le montant que vous souhaitez y consacrer, ce qui est vraiment important, c'est d'investir, bien sûr, en étant convaincu que la société que l'on souhaite accompagner a un réel potentiel de réussite, mais en étant aussi conscient du risque pris de perdre tout ou partie de cet investissement. Alors pour démystifier et démontrer que notre activité elle est accessible et elle est surtout passionnante, au cœur de l'innovation, au cœur du monde de demain, nous allons aborder les points clés pour envisager ces investissements dans des startups le plus sereinement possible. Où trouver les dossiers, comment les sélectionner, le process d'investissement, l'intérêt d'investir aussi à plusieurs, et enfin, comment suivre et sortir de ces investissements. Donc, je vous propose de vous dire d'abord ce qu'est un business angel. Un business angel, c'est un individu, comme vous, comme moi, qui va investir une partie de son patrimoine dans une entreprise innovante. Une entreprise innovante à potentiel, c'est-à-dire une start-up. Et qui, généralement, en plus de son argent, met gratuitement à disposition de l'entrepreneur à la fois ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels, et puis surtout une partie de son temps. Alors, pourquoi investir dans une start-up ? Je pense que chacun trouvera des motivations différentes, mais elles peuvent être très nombreuses. Investir dans des startups, c'est d'abord quand vous regardez les dossiers, quand vous assistez au pitch, ce sentiment d'être en fait au cœur de l'économie, au cœur de l'innovation. Quand on regarde les dossiers, on voit régulièrement des entreprises en création de tout secteur. On apprend à chaque rencontre avec les entrepreneurs et avec les projets. On découvre aussi des solutions, des innovations qui répondent aujourd'hui aux nouveaux besoins, aux nouveaux usages, à la digitalisation de l'économie, à l'évolution de tous les secteurs et notamment de la santé, de l'éducation, bref, tous les secteurs de l'économie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça prend tout son sens et on sent à quel point le monde de demain va évoluer. Investir dans une start-up, c'est aussi découvrir des entreprises qui innovent en termes de management, d'agilité, de business model. Au moment de l'investissement, en fait, on intègre une aventure entrepreneuriale. On noue des relations avec une équipe, avec un dirigeant. On participe au développement de l'entreprise, on apporte son expertise, des contacts, son expérience. Et puis, on investit aussi aux côtés d'autres investisseurs. Et toutes ces rencontres sont extrêmement riches. Investir dans une start-up, c'est aussi, d'une certaine façon, une démarche citoyenne. C'est soutenir la création d'emplois. Il faut savoir que 12% des créations nettes d'emplois sont faites grâce aux jeunes entreprises innovantes de moins de 7 ans. Investir dans une start-up, c'est bien évidemment une opportunité de retour sur investissement financier qui peut aller jusqu'à 10 fois la mise, parfois plus, mais dans des délais très variables. En fait, une start-up, ce n'est pas une entreprise comme une autre. C'est une jeune entreprise innovante avec un très fort potentiel de croissance qui, au démarrage, teste son marché, expérimente son business model. Aujourd'hui, on a un peu tendance à appeler start-up toute création d'entreprise. Non, une vraie start-up est une entreprise qui doit être scalable. Scalable, ça veut dire croître rapidement en faisant des économies d'échelle. Une start-up, c'est aussi une équipe avec des profils complémentaires. Ce sont des futurs chefs d'entreprise déterminés, ambitieux, qui ont une idée, une vision, et qui mettent en place une stratégie pour gagner et pour se développer rapidement.
L'innovation n'a pas de secteur, ce peut être dans le secteur de la santé, dans l'impact, dans l'IT, le sport, le commerce. Bref, aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie voient naître des startups. Voilà un schéma qui représente la vie d'une entreprise et les différentes phases de l'investissement. En bleu, vous avez la courbe de croissance de l'entreprise et sa maturité. Au début, vous le voyez, la phase de R&D, c'est la phase de naissance de l'idée, du concept. C'est généralement là que ce qu'on appelle le love money intervient. Puis intervient la création de l'entreprise, sa naissance réelle, on lance son produit, on le teste auprès d'un certain nombre de premiers clients. C'est là généralement que les premiers business angels peuvent investir. Cette entreprise se développe, il y a les premiers succès, il peut y avoir des deuxièmes tours pendant lesquels les business angels continuent à investir. Et puis généralement, quand l'entreprise a commencé à avoir un certain développement de chiffre d'affaires, un début de rentabilité, c'est là qu'interviennent généralement les fonds d'investissement qui rentrent dans la phase de ce qu'on appelle le capital risque, puis le capital développement au moment où l'entreprise a beaucoup plus décollé et est en phase de maturité. Donc vous l'avez compris, les business angels interviennent vraiment au démarrage de l'entreprise et c'est un début d'aventure qui commence. Donc, investir, c'est une merveilleuse aventure, mais ça comporte en effet un certain nombre de risques. On conseille d'ailleurs, dans un contexte de gestion patrimoniale, de ne consacrer qu'une faible partie de son patrimoine financier. Ce qu'on conseille généralement, c'est de ne pas dépasser 5% de son patrimoine financier à investir dans des startups. Car en fait, vous l'avez compris, il ne faut pas avoir besoin de cet argent. Le premier risque pour un business angel est celui de la perte de tout ou partie du capital qu'il a investi. Il est sûr qu'une start-up porte avec elle un niveau de risque élevé. Et avant de devenir une entreprise normale, elle doit faire l'épreuve de son modèle économique et doit généralement trouver le support, après les business angels, de fonds d'investissement. Une start-up peut aussi correctement se développer, mais peut avoir du mal à rendre liquide l'investissement des business angels, c'est-à-dire trouver les moyens, soit par une vente à un industriel, soit par d'autres financements, de financer la sortie des investisseurs des premiers tours. Et puis enfin, pourquoi y a-t-il des startups qui n'arrivent pas à survivre ? Il peut y avoir différentes raisons. Des raisons de marché, de contexte évolutif. Et ce que nous sommes en train de vivre en est vraiment un exemple. Il peut y avoir des raisons qui sont liées à des raisons de manque de trésorerie, de mauvaise gestion, de mauvaise anticipation ou de difficulté à trouver des financements. Mais au final, les risques peut-être les plus importants et qui ne sont pas forcément évidents à déceler au démarrage, ce sont les risques qui sont liés à l'équipe. Il peut y avoir des mésententes entre les associés ou tout simplement une équipe qui ne fait pas face aux défis et à tous les enjeux qui sont liés à la croissance d'une entreprise. Bref, vous l'avez compris, il y a des risques, mais il y a énormément d'opportunités. C'est extrêmement excitant d'investir dans les startups. Vous souhaitez investir en direct dans une start-up. Vous avez mesuré les risques, mais aussi les opportunités, ça vous tente. Et en fait, comme tout investissement dans une société, il y a un certain nombre d'étapes à respecter qui sont toujours un peu les mêmes. D'abord, il faut trouver, sélectionner des opportunités, bien les analyser, les qualifier. Ensuite, il faut négocier les termes de l'investissement. Et puis, si les termes nous conviennent, si on est convaincu de l'intérêt du projet, on souscrit, généralement sous forme d'action, mais pas uniquement. Ensuite, une fois qu'on a fait donc, cet investissement, il est très important, cette phase de suivi d'investissement est majeure pour préparer l'étape ultime, c'est-à-dire la sortie de l'investissement, la vente de nos actions. Alors concrètement, comment ça se passe ? D'abord, sélectionner les opportunités. Il faut les trouver, ces opportunités. Là, l'intérêt d'investir via un réseau, c'est de pouvoir justement accéder à un deal flow, c'est-à-dire un flux de projets qui est assez large et puis surtout que l'on arrive à préqualifier. Donc pour analyser ce type d'investissement, on sort un peu des notions d'expertise classique et notamment d'expertise financière parce que ce sont d'autres critères qui sont importants. Qu'est-ce qui peut donner envie d'investir et d'accompagner une jeune entreprise ? Le premier critère, qui est vraiment de loin, mais de très loin le plus important, c'est l'équipe. Investir dans une bonne idée, c'est très bien,
Mais si l'équipe ne tient pas la route, c'est beaucoup plus hasardeux qu'investir dans un projet qui est porté par une équipe solide, qui saura faire évoluer son offre, s'adapter, avoir l'agilité nécessaire, éventuellement pivoter pour trouver un meilleur modèle économique. Donc l'équipe, c'est vraiment important. Donc on va échanger avec les entrepreneurs, on va s'attacher à comprendre ce qui les motive, comment ils fonctionnent ensemble, quelles sont leurs compétences bien entendu, quelles sont celles qui manquent aussi. Il faut qu'on arrive à avoir la conviction intime que cette équipe, elle a la capacité à développer le projet et à le faire aboutir. Une fois qu'on est convaincu par l'équipe, évidemment, il faut qu'on s'assure, il faut qu'on comprenne que le projet il a vraiment le potentiel de trouver son marché et se développer. Donc on va regarder un certain nombre d'éléments qui sont ceux qui apparaissent à l'écran à côté de moi et qui sont assez classiques. On va se poser des questions qui, somme toute, sont des questions vraiment de logique et de bon sens. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que, si oui, est-ce qu'il répond à un marché? Est-ce que le marché existe? Quelle est la valeur ajoutée qui est apportée par cette offre pour le client qui va l'utiliser? On va regarder l'environnement concurrentiel. On va essayer de s'intéresser aux barrières à l'entrée aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il est facile de répliquer une offre similaire ou alors est-ce que ça demande vraiment beaucoup d'investissement et de temps? On va essayer de comprendre les atouts que la société que l'on regarde, que l'on analyse, a dans cet environnement concurrentiel, donc par rapport à cette concurrence. Et on va essayer de comprendre aussi sa stratégie d'accès au marché, ces différents canaux de commercialisation. Est-ce qu'elle nous semble finalement adaptée à l'offre qui est proposée? Si le projet porte une dimension technologique très forte, cette innovation, on va essayer de comprendre si elle est vraiment bien protégée. Pas besoin d'être un expert en brevets, mais il faut déjà se poser la question, est-ce qu'il y a des brevets, est-ce qu'ils existent et sur quoi est-ce qu'ils portent? On va regarder aussi la capacité de l'entreprise à délivrer. Une grosse difficulté, en fait, notamment quand il y a de la production, de la fabrication, c'est de passer d'un stade de prototype à un stade de pré-industrialisation, puis d'industrialisation. Ces étapes-là, elles sont souvent très risquées, très compliquées, très consommatrices de cash, très capitalistiques. Si on n'est pas sur de la fabrication, ou dans ce cas-là, si on est plutôt sur une plateforme ou une application, on va regarder si cette plateforme elle est scalable. Est-ce que la société elle peut faire face à la montée en puissance qu'elle envisage en termes, par exemple, de nombre d'utilisateurs? On va aussi évidemment se poser des questions sur le planning, le business plan financier. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre si le modèle économique qui nous a été présenté, il semble viable et il semble pérenne. En gros, est-ce que la société, elle va pouvoir délivrer du chiffre d'affaires? Et si oui, est-ce que ce chiffre d'affaires, il va être rentable et comment il va pouvoir se développer et selon et à quel horizon? Enfin, on va regarder un point qui est important, qui est on parle de levée de fonds, donc les fonds, l'argent que la société va pouvoir récupérer, à quoi ils servent? Et est-ce que c'est correctement dimensionné? Fondamentalement, est-ce que cette levée de fonds, elle va permettre à la société de passer d'une étape A à une étape B qui sera la nouvelle étape pour éventuellement, par exemple, faire appel à de nouveaux investisseurs? Est-ce que la promesse pour les investisseurs, elle est cohérente? Quelles sont les possibilités de sortir aussi? À quel terme? Ou alors, est-ce que l'investissement il va être rentabilisé sous une autre forme, c'est-à-dire avec des dividendes? Même si cette option est beaucoup plus rare dans ce type d'investissement. En fait, même si nous ne connaissons pas le secteur d'activité, même si nous ne connaissons pas l'activité de la société, ce qui est important, c'est vraiment de poser toutes ces questions au porteur de projet et surtout de voir comment il y répond. Là encore, c'est vraiment pas besoin d'être experte financièrement ou d'être experte du secteur d'activité. Et je pense qu'une bonne dose de bon sens, de capacité à se projeter dans l'avenir, et puis un peu d'expérience dans un domaine d'activité qui nous est propre finalement, mais c'est applicable à beaucoup d'environnements. Et donc, ça doit pouvoir nous conforter ou pas dans notre envie, notre intérêt à poursuivre l'aventure. Alors, évidemment, si on est plusieurs à mener l'analyse d'un dossier, en fait, je pense qu'on sera beaucoup plus pertinente parce qu'à plusieurs, on rassemble des angles de vue différents, des expertises différentes, des compétences complémentaires.
Et globalement, on est toujours plus intelligent à plusieurs. Du coup, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir travailler réaliser ces investissements dans le cadre d'un réseau de business angel. Mais ce qui est important vraiment, c'est que cette décision d'investissement, elle est toujours personnelle. On décide d'investir ou on décide de ne pas investir. Il n'y a aucune forme d'engagement global. C'est aussi ce qui est intéressant par rapport aux investissements indirects via des fonds. Au final, nous décidons nous-mêmes d'investir dans des sociétés qui nous intéressent et que l'on a envie d'accompagner. Alors une fois qu'on est convaincu que la société, on est convaincu par l'équipe, on a envie d'avancer ensemble, le business model, l'offre, tout est pertinent, il faut s'ouvre une période qu'on appelle la période de closing et on va négocier en fait les termes de l'investissement et notamment la valorisation et la documentation juridique, c'est-à-dire le pacte d'actionnaires. Alors c'est probablement la partie qui demande le plus de connaissances un petit peu techniques. Tout d'abord la valorisation. Je vais donner quelques éléments de langage qui sont très simples mais qui reviennent quand même très régulièrement. Donc on parle de la valorisation de l'entreprise dans laquelle on va rentrer, ce qui va permettre de déterminer le montant des actions que l'on va payer. Donc on parle de valorisation pré-monnaie, c'est-à-dire la valorisation avant la levée de fonds. On parle de valorisation post-monnaie, c'est-à-dire la valorisation après la levée de fonds. Et puis la différence entre les deux, c'est le montant de la levée de fonds. Un autre élément vraiment important, c'est la dilution. C'est un élément très important pour les fondateurs, puisque quelque part, c'est la part de leur entreprise qu'ils vont céder, ouvrir aux investisseurs. Donc, évaluer ce bon niveau de valorisation, ce n'est pas un exercice simple parce que déjà, la société a très peu d'historique. Donc, on parie sur les promesses du futur. C'est aussi un exercice qui est compliqué parce que les entrepreneurs, les fondateurs sont très attachés à cette valorisation qui finalement valorise tout le travail, l'investissement, l'argent, les compétences qu'ils ont mis dans la société jusqu'au moment où ils viennent faire cette levée de fonds. C'est pour ça qu'il faut être très équitable, trouver le bon niveau de valorisation, ni trop haut, ni trop faible. Et pour cela, il faut avoir quelques repères. Et c'est là où il est quand même intéressant de pouvoir comparer et travailler et être dans un réseau. Ça donne la possibilité d'avoir d'autres références, d'avoir accès à des méthodes de valorisation, puisqu'on fait aussi des formations sur la valorisation, qui ne sont pas une science exacte, mais qui permettent quand même de rationaliser un petit peu l'approche. Le pacte d'actionnaires, c'est vraiment très important. C'est un document juridique qui est très important parce que c'est un peu le contrat de mariage entre les investisseurs et les fondateurs, et ce contrat va régir les droits, mais aussi les obligations des deux parties. En tant qu'investisseur, il est vraiment important de comprendre, de bien saisir ces clauses et de pouvoir être partie prenante dans la négociation avec les fondateurs. Une fois que le choix de l'entreprise est fait et que vous avez fait le chèque et que vous avez signé le pacte, en fait c'est le début de l'aventure. Dans les clauses du contrat de mariage, du pacte, vous aurez évoqué et on aura évoqué les clauses de gouvernance et de relations entre l'entreprise, le chef d'entreprise et ses actionnaires, c'est-à-dire avec vous les investisseurs. Le chef d'entreprise, bien évidemment, a le pouvoir exécutif, c'est lui qui décide, c'est lui qui mène son entreprise, mais généralement, pour se faire accompagner, il met en place un comité stratégique qui généralement intègre un ou plusieurs investisseurs, et notamment des investisseurs des réseaux de business angels qui ont participé à la levée. C'est un des rôles possibles des business angels, et c'est extrêmement intéressant. On se retrouve ensemble dans la même aventure, dans le même bateau, et il faut en effet créer les conditions du bon fonctionnement, du dialogue et de la confiance. Donc le chef d'entreprise, quand il démarre son aventure, son comité stratégique, généralement, c'est un moment de recul pour lui. C'est un moment où on peut l'aider à enrichir sa vision, c'est le fameux effet miroir dont on parle souvent. C'est aussi l'aider à briser un certain isolement. Généralement, on est assez seul quand on dirige une entreprise, seul ou avec ses associés, mais on a besoin de ce moment de recul pour prendre les grandes décisions. Le comité stratégique peut aussi lui apporter des compétences. Un bon comité stratégique, c'est un comité dans lequel il y a des compétences complémentaires en termes de RH, de commercial, de marketing, de finance, qui peuvent l'aider à prendre des décisions. C'est aussi lui apporter des contacts
pour développer des nouveaux marchés, comprendre la façon dont les entreprises prennent leurs décisions ou de la façon dont les consommateurs prennent leurs décisions en fonction d'entreprises qui sont soit dans le domaine du B2C, soit dans le domaine du B2B. C'est aussi éventuellement apporter des aides sur le développement international, ou c'est apporter des aides pour commencer à préparer les nouvelles levées de fonds lorsqu'il y a des nouveaux besoins de lever des financements. C'est aussi un comité stratégique, c'est aussi l'aider à appréhender les risques et à comprendre cette nécessaire gestion des risques. Et puis enfin, au démarrage de l'entreprise, c'est aussi se mettre dans une certaine obligation de rigueur, que ce soit sur le suivi budgétaire, sur les analyses des écarts par rapport au budget, et bien évidemment par rapport à la gestion de la trésorerie, qui est un élément fondamental dans les startups. Et puis enfin, je le disais tout à l'heure, au moment où il y a besoin de lever des fonds, c'est préparer l'entrée de nouveaux partenaires, de nouveaux investisseurs qui sont nécessaires. Alors généralement, c'est une instance qui se réunit très régulièrement au début, plutôt tous les mois, d'abord pour apprendre à se connaître, et puis au démarrage pour mettre en place les indicateurs clés, les KPI, et puis instaurer un certain formalisme avec un ordre du jour, des comptes rendus. Si vous n'êtes pas au comité stratégique, les startups font généralement des points réguliers à leurs investisseurs, soit par le biais de news, soit par le biais de rencontres en live, et généralement les sollicitent, leur apportent de l'information et leur demandent éventuellement des contributions. Et puis il y a un autre moment qui est absolument clé pour l'entreprise et auquel chacun des investisseurs se doit de participer, c'est le moment de l'Assemblée générale, qui est vraiment un moment clé dans la vie de l'entreprise, pendant laquelle on vous apporte toutes les informations nécessaires. Cette aventure, elle dure plus ou moins longtemps. Et généralement, ce temps est encadré dans le cadre du pacte pour préparer la sortie des investisseurs. Donc quelques mots sur la sortie. Alors la sortie, c'est en effet le moment où vous allez rendre liquide votre investissement. Donc l'idéal, en fait, c'est de penser à la sortie dès l'entrée, voire même dès la sélection des entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir. En fait, penser à la sortie des investisseurs, c'est en fait penser à la croissance de l'entreprise, car à chaque cycle de vie de l'entreprise correspond des types d'investisseurs. Et ce n'est surtout pas un point de rupture, mais c'est bien un point de continuité pour l'entreprise. Alors, il y a différentes possibilités de sortie pour vous, investisseurs, pour rendre liquide votre investissement. Donc ça peut être une vente totale à un industriel ou une vente partielle, c'est-à-dire un adossement, un industriel, on parlera de build-up. Ça peut être un rachat de vos parts par la société et les dirigeants. On parlera ici de LBO, de MBO. Donc en fait, ça permet aux dirigeants de remonter dans le capital de l'entreprise et aux investisseurs de sortir. Ça peut être aussi une sortie au moment de l'arrivée d'un fonds, et puis plus rarement, éventuellement, une sortie en bourse. L'autre issue, malheureusement, qui peut arriver, c'est qu'une entreprise n'arrive pas à se développer et pour les raisons dont nous avons parlé, soit liquidée. Vous l'avez compris, l'intérêt de sortir d'une entreprise, c'est d'avoir un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, généralement, quand vous y avez pris goût, c'est vous permettre de réinvestir dans d'autres sociétés. Alors, les durées d'investissement sont plus ou moins longues. Et la réalité, c'est qu'il peut exister une phase pendant laquelle on reste au capital sans savoir exactement quand on pourra en sortir. Généralement, ce qu'on dit sur 10 investissements, on dit qu'il y a 30% de sorties négatives, 15 à 20% de sorties positives, et le reste, ce sont des entreprises qui vivent leur vie et qui sont en cours. La sortie la plus courte a été de 6 mois, et les sorties les plus longues ont été aux alentours de 10 à 11 années. Les sociétés d'un côté, les startups, peuvent vous faire bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux, à condition de répondre à un certain nombre de critères, et notamment le critère de n'exister que depuis moins de 7 ans. Cet avantage fiscal, il peut s'exercer soit à l'entrée, soit à la sortie. À la sortie, c'est dans le cadre d'un PEA qui soumet les plus-values uniquement aux prélèvements sociaux. Mais l'avantage fiscal peut aussi s'exercer à l'entrée, sous forme d'une déduction fiscale de 18% sur l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond de 10 000 €. Sachant que
cet avantage est assorti d'une contrainte. Il faut que vous puissiez garder vos actions jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de l'investissement. Mais généralement, ce n'est pas ce qui motive l'investissement de départ. L'investissement, c'est une aventure humaine, c'est une formidable aventure entrepreneuriale, c'est une très belle aventure financière. Je vous incite vraiment à venir partager avec nous le risque de gagner. Vous êtes toujours avec nous? C'est que cette courte présentation vous aura intéressé et que vous avez certainement envie d'aller plus loin. Alors, pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire aux formations à l'investissement que nous organisons chez FBA Academy. Vous vous sentez l'âme d'une investisseuse et vous êtes prête à investir 20 000 euros? Alors rejoignez-nous comme membre active chez Femmes Business Angel. Vous aurez accès à un deal flow varié de startups dans tous les secteurs et tous les mois, vous serez invité à assister à des pitchs de 4 d'entre elles. Vous pourrez alors échanger analyses et expériences avec l'ensemble de nos membres à Paris, Lyon, Marseille ou Strasbourg avant de procéder à vos premiers investissements. Pour vous inscrire à ces formations ou à ces rencontres mensuelles, rien de plus facile, tous les détails sont sur notre site femmesbusinessangel.org. Nous aurons plaisir à vous y accueillir. À bientôt!